Oui, merci. Bonjour à tout le monde et bienvenue donc sur ce 7e webinaire sur 12 en tout animé par je dirais l'ensemble des partenaires de la Provence créative sur le territoire de la COV, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtes-Avesnes-Saint. Donc je remercie bien entendu nos partenaires de jouer le jeu de ces webinaires et on voit qu'ils ont de plus en plus de succès. Et ça nous fait plaisir de nous investir du coup tous dans cette dynamique. Alors aujourd'hui, le choix de bien choisir son statut juridique, social et fiscal, donc c'est un vaste programme, une interrogation que tout porteur de projet se pose souvent, hélas en premier, dans son projet de création d'entreprise. Et souvent, moi j'avais cette expression de dire on met un peu la charrue avant les bœufs, se poser la question du statut juridique avant de commencer toute étude de marché, tout business plan et autres démarches vis-à-vis de son projet. Néanmoins, c'est une saine interrogation puisque c'est une interrogation qui nous travaille tous et on se demande quelle est ça pose aussi des questions très intéressantes sur ce fameux statut du travailleur indépendant. Voilà, et il y a des erreurs à éviter, donc c'est bien que vous soyez nombreux pour échanger, intervenir. Il y a peut-être des gens qui ont des expériences heureuses ou malheureuses. Ne pas éviter, par exemple, je vois beaucoup d'entreprises, de toutes petites entreprises qui se créent en SAS. On voit les conseillers qui disent « Ah non, il a créé un SAS, c'est pas possible. Pourquoi il y a des statuts plus adaptés ?» Voilà. Donc, adapter son statut à son projet. Et je pense que c'est tout le sens de l'intervention de nos 3 intervenantes ce matin. Donc, pour la Chambre de commerce et d'industrie, Claire Vanni, elle se présentera. Pour le RIL, Julie Alice Rouleau. Pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc Laurence Manche. Et ce sont vos 3 intervenantes ce matin qui vont pouvoir répondre à vos interrogations, à vos questions. Et je pense que vous allez passer une bonne heure sur ce sujet. Voilà, je m'arrête là, j'en dis pas plus, parce que ce n'est pas le sujet de m'entendre parler. Et bon webinaire et bonne matinée à tous. Merci Thierry. De rien. À plus tard. Alors, donc je vais partager le document et alors juste le temps de le récupérer. Et ensuite, je vais laisser la parole. C'est bon, vous le voyez? Vous voyez le document? Oui. Voilà. Donc, écoute, Claire, Julie Alice et Laurence, je vous laisse vous présenter en une trentaine de secondes chacune, 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, on commencera la présentation. Vas-y, Claire, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Claire Vanni, conseillère à la création d'entreprises au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. Donc, la Chambre de commerce, bien sûr, propose un accompagnement donc, personnalisé et individuel depuis les différentes étapes de la création d'entreprise. Donc, du stade de l'idée jusqu'au lancement effectif de l'entreprise. Donc, bien sûr, nous apportons bien du conseil, nous accompagnons sur les différentes étapes, études de marché, business plan et également aussi tout ce qui va être information réglementaire, aide au statut juridique, identification des financements et des aides. Et bien sûr, nous orientons également aussi vers l'ensemble des partenaires qui sont aussi adaptés par rapport au projet. Donc voilà, n'hésitez pas après à reprendre contact avec nous par rapport à l'ensemble des prestations et au parcours complet que nous proposons. Voilà. Merci Claire. Julie Alice? Oui, bonjour à tous, Julie Alice Rouleau. Je travaille au sein de la pépinière d'entrepreneurs du RIL, donc une pépinière implantée à Carpentras. Notre métier, c'est d'une part d'accompagner les porteurs de projets dans l'étude de leurs projets sur toutes les étapes de réflexion et d'étude de leur futur projet de création d'entreprise. On propose aussi de l'hébergement pour les jeunes créateurs au sein de notre pépinière et différents services associés. Et on fait de la mise en relation à travers des rencontres professionnelles, des formations et des ateliers pratiques sur différentes thématiques. Merci Julie Alice. Laurence? Oui, bonjour. Donc Laurence Manche, chargée de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat sur le département du Vaucluse. La Chambre de métiers, c'est 5 secteurs d'activité qui vont du bâtiment
aux activités de service, hein, le garagiste, l'esthéticienne, la secrétaire administrative, la coiffeuse, enfin toutes ces activités manuelles de service. Les métiers de l'alimentaire, poissonnier, boulanger, les métiers d'art et puis la production comme le ferronnier. Voilà. Donc ça, c'est les métiers liés à la chambre de métier. Donc, au niveau de la chambre de métier, on aide les créateurs d'entreprises, mais aussi nos artisans dans le développement commercial, dans les questions que vous vous posez, le développement numérique, le développement au niveau aussi de votre gestion. On réalise aussi des formations et jusqu'à la fin, quand vous voulez transmettre, en fait. Donc, on est là dans toutes les étapes de l'évolution de votre entreprise. Très bien. Je te remercie, Laurence. Donc, on va commencer avec Lauryl. Julie-Alice, c'est à toi. Donc, voilà, donc je vais introduire donc, ce webinaire autour des statuts. Alors, une première introduction sur ma présentation sur comment on choisit son statut, et puis on verra après dans le détail les spécificités juridiques, fiscales et sociales. Alors, effectivement, le choix du statut, c'est la question qui se pose pour tous les porteurs de projets. Après, on a voulu aussi, déjà à travers ce premier slide, de vous sensibiliser un peu sur, c'est pas tant le choix du statut, mais la question de savoir à quel moment on peut faire ce choix et à quel moment il est plus judicieux de procéder à cette évaluation et ce choix de statut. Donc, au niveau des phases qui vont aider ensuite à ce choix de statut, il y a déjà votre idée de création d'entreprise. Cette idée doit mûrir, doit effectivement être questionnée pour la transformer ensuite dans un véritable projet, un véritable projet de création d'entreprise. Ce projet, bien évidemment, va être amené à être étudié pour savoir, effectivement, pour en tout cas en vérifier la viabilité, la rentabilité. Et c'est à partir donc de la validation du projet tel qu'il a été travaillé que vous allez pouvoir à ce moment-là procéder à ce fameux choix de statut. Alors, dans l'étude du projet et même au tout début de l'idée, c'est important que vous vérifiez bien la réglementation sur l'activité que vous souhaitez démarrer le moment venu, puisque en tant qu'indépendant, vous allez être confronté à des responsabilités vis-à-vis de tiers et pour mener la bonne marche de votre future activité. Et donc, cette activité, elle peut être soumise à des règles et qui peuvent aussi avoir des conséquences sur vos décisions en matière de statut. On va le voir petit à petit. L'étude du projet, c'est aussi en amont analyser les contraintes éventuelles et les forces aussi du projet, les contraintes liées à votre situation personnelle et à votre projet. Tous ces éléments vont aussi conditionner votre réflexion le moment venu par rapport au statut. Alors, la réglementation, je vois qu'il y a une question. Ça, vous pouvez vous rapprocher des CFE, donc les centres de formalité des entreprises, chambres de commerce, chambres des métiers, URSSAF, qui ont effectivement des services juridiques pour bien vous informer sur la réglementation de l'activité que vous envisagez de faire. Ça peut être une réglementation liée au diplôme, à l'expérience professionnelle, mais aussi à des locaux professionnels, à différents affichages obligatoires. Donc, la réglementation couvre vraiment, peut couvrir beaucoup de choses. Et la réglementation évolue aussi dans le temps. Donc, il faut mener une veille informative pour que, effectivement, l'entreprise soit toujours dans les clous de la réglementation. Très bien, merci. Alors, on va le voir tout au long de ce déroulé. En fait, il n'y a pas qu'un seul statut. Il y a plusieurs niveaux d'options. Sur le plan notamment juridique, sur la partie aussi fiscale
et la partie sociale. Donc, c'est pour ça qu'en étudiant bien le projet, vous allez pouvoir notamment aboutir à un travail sur un document qui s'appelle un prévisionnel d'activité. Et grâce à ce prévisionnel, ça sera plus facile, en tout cas avec des chiffres, de pouvoir faire des comparatifs et évaluer ce que vous allez pouvoir ce que vous allez devoir payer en impôts, par exemple, comment vont être calculées vos cotisations sociales. Ces simulations, elles vous aideront aussi à comprendre ces différences avec justement des prévisions chiffrées. Et ces prévisions chiffrées, encore une fois, on les travaille par rapport à l'étude de votre projet, suite à une étude de marché, suite à l'évaluation de vos besoins financiers. Il y a un certain nombre de démarches. D'ailleurs, il y avait un webinaire sur ces thèmes-là, de comment structurer mon projet de création. Donc, c'est toutes ces étapes qui vont ensuite donner lieu à donc les choix sur ces différentes options juridiques, fiscales et sociales. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez qu'on éclaircisse un point, vous pouvez poser la question dans le chat. Alors, comment on peut choisir un statut? Donc, on a vu effectivement les différents types de statuts. On va rentrer dans ce détail-là avec Laurence et Claire. Qu'est-ce qui va faire le choix? C'est aussi un ensemble de critères qu'il conviendra à un moment donné de pouvoir prioriser ou en tout cas déterminer quels vont être les critères prédominants dans ce futur choix de statut. Donc, je vous ai mis quelques éléments, hein, c'est en tout cas les critères principaux qui vont conditionner le futur choix du statut. Alors déjà, la capacité, est-ce que vous avez toutes les capacités pour entreprendre? On a vu aussi qu'il y avait la possibilité d'être soumis en tout cas à une réglementation par rapport à votre activité. C'est aussi par rapport à votre âge ou votre capacité aussi juridique. La volonté de s'associer peut être aussi un critère déterminant. Si vous souhaitez créer à plusieurs, forcément, ça va conditionner une forme juridique plutôt qu'une autre. Donc, si vous voulez partager la propriété, on va dire, d'une structure, d'une société, à ce moment-là, ce sera plutôt cette forme-là qui conviendra de prendre. On a aussi, ne serait-ce que la nature de votre activité, toujours par rapport à cette réglementation, il y a certaines activités que vous ne pouvez pas exercer avec n'importe quel statut. Donc ça, dans l'étude de votre projet, l'étude de la réglementation, il peut y avoir ensuite des statuts que vous allez éliminer de fait, qui ne seront pas possibles le moment venu. Alice, je t'interromps Oui. juste un petit instant. On a eu deux personnes qui posent la question pourquoi l'âge intervient dans la notion de capacité. Alors là, je pensais aux porteurs de projets mineurs, hein, donc moins de 18 ans, où il faut à ce moment-là une autorisation parentale ou en tout cas la capacité juridique de pouvoir créer une entreprise et vérifier en tout cas si c'est possible. Par rapport aussi aux porteurs de projets de nationalité étrangère, il y a certaines aussi démarches à faire complémentaires qui s'imposent. Il faut après être dans l'étude au cas par cas. Je ne vais pas rentrer dans toutes les spécificités, mais voilà, ça peut être pour l'âge, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Alors, on parle aussi de la responsabilité. La responsabilité, c'est par rapport donc à l'état de votre patrimoine. Est-ce qu'effectivement, vous souhaitez le protéger? Est-ce que c'est un patrimoine que vous serez amené aussi à transmettre? Donc, c'est pour vous dire aussi que le choix du statut peut impliquer en tout cas plus ou moins de facilité dans la transmission ou par rapport aussi à l'état de votre patrimoine personnel. Le régime social, le régime fiscal, c'est ce qui va aussi conditionner le calcul de votre impôt, à quel type d'impôt vous serez soumis au niveau de votre entreprise et comment vont être calculées vos cotisations sociales. Selon le choix du statut, on ne va pas être sur les mêmes calculs, les mêmes modes on va dire de paiement aussi.
Donc ça, il faut comprendre en tout cas ces différences pour savoir si effectivement vous préférez être plutôt dans un certain fonctionnement au niveau fiscal et social, et qu'est-ce qui est le plus avantageux en tout cas pour l'entreprise, tel que vous l'avez étudié et validé. Le développement aussi, choisir un statut. Alors, un statut peut évoluer avec le développement de votre entreprise. C'est pour ça que dans un prévisionnel, c'est important de se projeter. Comment on voit son entreprise, donc au démarrage, certes, mais dans les 3-5 ans à venir. Et effectivement, selon la forme de statut que vous allez choisir, il va y avoir des formes qui vont être plus souples pour s'adapter au développement des entreprises. Donc, c'est important d'avoir une vision à court terme, en termes aussi de rentabilité, de retour sur investissement, mais aussi sur le plus long terme, et en sachant qu'un statut peut bien sûr évoluer, mais changer de statut au bout d'un an, ce n'est pas très pertinent. Ça va engendrer des démarches administratives, des coûts également. Donc, autant choisir une enveloppe qui soit adaptée, on va dire, au moins dans les 3 premières années. Et l'engagement financier aussi, donc dans votre étude de projet, c'est là où vous allez pouvoir quantifier les besoins financiers, savoir si vous allez avoir besoin de recourir à des investisseurs. Et à ce moment-là, le choix de la forme juridique de l'entreprise va aussi être déterminante pour faciliter votre démarrage d'activité, comme d'ailleurs la légitimité ou la crédibilité que vous voulez donner vis-à-vis des tiers dans une recherche de financement notamment. D'accord. Et il apparaît aussi, donc, pas ici, mais le critère, ça peut être aussi votre situation à la création. Puisqu'on va le voir un peu plus loin, il va y avoir certaines aides que vous allez pouvoir mobiliser. Et en fonction de votre situation à la création, il peut y avoir, en tout cas dans les choix de votre statut, une incidence sur la perception d'aide, notamment au niveau du pôle emploi. Ça, on va vous l'expliquer un peu plus tard. Merci. Voilà, donc juste pour terminer, le statut, en fait, il n'y a pas de statut idéal. Le statut, il faut comprendre, c'est une enveloppe qui doit être la plus adaptée à votre projet et non pas l'inverse. Souvent, nos porteurs de projet, c'est la première question qui se pose, comme disait Thierry au début. Ce n'est pas forcément le bon moment. Souvent, la première fois que je vois des porteurs de projet, c'est la question qui se pose, quel statut? Alors, je leur dis que je ne peux pas répondre en l'état. Il faut rentrer dans le détail du projet, le travail sur un prévisionnel, et ça sera aussi beaucoup plus facile de pouvoir faire des comparatifs, des simulations, et aussi de comprendre les différences et faire ensuite le meilleur choix possible. Fabrice pose une question. Donc, je lis la question. Je pensais que le plus simple dans le cadre d'une activité de conseil, donc une seule personne dans l'entreprise, était de démarrer en micro, puis de passer en SASU, en fonction des revenus générés. Alors, l'adaptation du statut à son projet et à son entreprise en fonction de son évolution, effectivement, ça se travaille. Donc, une fois qu'on lance son entreprise, c'est avec un tableau de bord, en tout cas des suivis des chiffres qui vont permettre de savoir si son statut est toujours adapté. Alors, effectivement, le bond entre micro-entreprise et SASU, on est presque quasiment aux opposés. Il peut y avoir des options fiscales, notamment intermédiaires. Micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. SASU, société, on n'est pas sur la même structure juridique. Donc, après, il faut rentrer au cas par cas dans le détail. Là, ce n'est pas assez détaillé pour vous donner des éléments beaucoup plus pertinents. Mais oui, on va vous donner des éléments dans le détail sur la fiscalité, le juridique et également sur la micro-entreprise. Voilà, je passe la main du coup. Donc, pour la suite, ensuite, on a Laurence qui va intervenir sur le statut juridique. Je vais justement faire un comparatif des différents statuts juridiques. Alors, pour répondre, c'est pour compléter un peu ce que tu as dit, Julie. C'est vrai que moi, j'entends souvent, pour démarrer, je vais me mettre en micro. Ça permet un peu de me faire une clientèle et de voir. La micro-entreprise, c'est un des statuts les plus simples.
Après, vous êtes taxé, c'est ce qu'on va voir par la suite, sur le chiffre d'affaires. Donc, le statut de micro-entreprise, il est très bien quand on a très peu de charges. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de salariés. Voilà. Et puis après, on peut tout à fait évoluer. Moi, je fais souvent des comparatifs. On vient souvent me voir au bout de 3 ans pour justement vérifier l'opportunité d'un changement de statut par rapport au montant du paiement des cotisations sociales et par rapport au prévisionnel et à l'évolution potentielle du chiffre d'affaires. Donc, quand on est seul, on peut opter pour une entreprise individuelle ou un statut sociétal. Par contre, dès qu'on veut s'associer, c'est obligatoirement le statut de la société. Il faut savoir qu'en entreprise individuelle, vous et votre entreprise, le patrimoine est mélangé, ça ne forme qu'un seul patrimoine. Alors qu'en société, vous créez une personnalité morale qui est différente de vous. Donc, la société a son patrimoine et vous, à titre personnel, vous avez votre patrimoine. C'est bien différencié. Donc, ce qui fait que déjà à la création, quand on est en entreprise individuelle, on remplit un formulaire qui s'appelle le P0. C'est assez simple. On remplit ce formulaire. Bon, on va donner aussi sa pièce d'identité, un justificatif de domicile, une déclaration de non-condamnation sur l'honneur. Mais au niveau administratif, c'est assez simple. Alors qu'en société, c'est beaucoup plus administratif. Il va falloir remplir des statuts. Il va falloir faire une publication dans un journal d'annonce légale. Donc ça, c'est un coût. Déposer un capital en banque et après aller au centre de formalité des entreprises, remplir ce qu'on appelle un M0, donc M comme personnalité morale. Et vous allez pouvoir créer. Donc la société, c'est un petit peu plus administratif, ça coûte un peu plus cher. Par contre, en société, vous êtes protégé. Comme votre patrimoine est différent du patrimoine de la société, si jamais ça ne se passe pas aussi bien que vous voulez, que vous devez fermer la société, ça se fait au tribunal. Vous avez une liquidation judiciaire. S'il n'y a pas d'escroquerie ou d'erreur de gestion, vous êtes un peu plus protégé qu'en entreprise individuelle. Donc, en entreprise individuelle, il y a la possibilité de créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, qu'on appelle EIRL, à ne pas confondre avec une société unipersonnelle, une SARLU, une société à responsabilité limitée unipersonnelle. On peut dire aussi EURL. Avant, on disait entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais en entreprise individuelle, vous pouvez aussi opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est un petit dossier d'affectation du patrimoine, donc c'est un formulaire A4. Les biens dont vous vous servez dans l'entreprise individuelle, vous les notez avec leur valeur. Et si jamais ça se passait mal, on ne pourrait pas venir prendre vos biens personnels, vos futurs salaires pour rembourser les dettes. Ça permet en entreprise individuelle, et ça existe ça depuis 2009, d'avoir aussi une protection. Parce qu'il faut savoir qu'en entreprise individuelle, si vous êtes marié sans contrat de mariage avec séparation de biens, on peut aussi prendre les revenus du conjoint. Voilà, donc il faut faire voilà, l'entreprise individuelle, il faut faire attention. La maison maintenant où vous habitez, la maison où vous vivez, depuis une loi Macron quand il était ministre, hein, pas encore président, on ne peut plus vous la prendre. C'est protégé d'office. Avant, il fallait signer une clause d'insaisissabilité chez le notaire. Ça coûtait environ 200 € pour protéger sa maison. Maintenant, c'est plus la peine de faire ça. Mais par contre, si vous avez une maison secondaire, si vous avez des biens que vous louez, ça, on peut vous les prendre. Il n'y a que votre résidence principale qui est protégée. Donc, excusez-moi, j'ai vu une question. Oui, à savoir si lorsqu'on est en micro, si l'on possède des biens, la micro-entreprise est-elle risquée? Enfin, ou est-elle adaptée à la situation? Micro-entreprise, au niveau, c'est une entreprise individuelle au niveau juridique. Vous voyez, là, je suis en train de parler du statut juridique. Donc, au niveau statut juridique, quand vous créez une entité économique, vous avez entreprise individuelle ou société. Et de là découle le régime fiscal et social.
et qui est du coup en régime fiscal et social, dont fait partie la micro-entreprise. Ma collègue Claire Vanni va détailler la micro-entreprise après. Mais il faut savoir que la micro-entreprise, vous allez payer au niveau fiscal et social la grosse différence par rapport à une entreprise individuelle au réel, c'est que vous payez vos cotisations sociales et vos impôts sur le chiffre d'affaires. Alors qu'en entreprise individuelle au réel, vous allez payer vos cotisations sociales et vos impôts sur le bénéfice. Et en société, vous allez payer vos cotisations sociales sur les revenus que vous prenez, qui sont une charge pour la société. Et même en SASU, vous le verrez plus tard, vous êtes assimilé salarié de la société que vous créez, donc c'est carrément des fiches de paie qui font que vous payez vos cotisations sociales. Mais la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, tout ce que je viens de dire sur l'entreprise individuelle, évidemment, s'adapte à la micro-entreprise. Donc, en fait, si je me permets aussi d'intervenir, au niveau de la question d'Élodie, à ce stade juridique, c'est vrai qu'au niveau des questions à vous poser, c'est est-ce que votre entreprise risque des dettes professionnelles? Est-ce que vous risquez de contracter des dettes professionnelles? Et à ce moment-là, ça va être un des critères pour plutôt vous tourner vers la société ou vers l'entreprise individuelle. Et aussi, la question secondaire par rapport à ça, c'est l'état du patrimoine. En cas de risque de dette, quel impact ça aura ensuite sur votre patrimoine si vous préférez séparer le patrimoine de votre activité professionnelle. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire après en détaillant. Donc vous voyez qu'en entreprise individuelle, c'est ce que j'ai dit, hein, le coût de création et de gestion est réduit. Il y a une simplicité de fonctionnement. Mais en entreprise individuelle, vous êtes seul à la barque, hein, vous êtes le seul propriétaire de l'entreprise. Votre responsabilité est illimitée. Choisir une responsable, voilà, oui. En entreprise individuelle, vous pouvez opter pour l'EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et cette dotation d'affectation du patrimoine est gratuite hein, quand vous la mettez en place au démarrage. Au niveau du CFE, par contre, quand on se met en micro-entreprise, il y a une petite différence, c'est qu'en micro-entreprise, la gestion est encore plus simplifiée qu'une autre entreprise individuelle qui serait au réel. Hein. C'est qu'en fait, il suffit d'additionner votre chiffre d'affaires et le déclarer sur auto-entrepreneur.ursaf.fr tous les mois ou tous les trimestres. Quand vous optez pour une EIRL, il va falloir déposer en fin d'année au greffe du tribunal de commerce votre liasse fiscale. Une liasse fiscale, c'est le bilan, compte de résultat, tableau d'amortissement. Et du coup, si vous ne savez pas faire et que vous êtes en micro-entreprise, il faudra quand même prendre un comptable pour sortir cette liasse fiscale. Du coup, comme le disait Julie, il va falloir, la première question à vous poser, avant d'opter pour une micro-entreprise et en entreprise individuelle, opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, est-ce qu'il peut y avoir des dettes? Parce que si vous n'avez pas de crédit, si vous payez vos fournisseurs, comme on peut dire dans le jargon commercial, au cul du camion, qu'il n'y a pas de dette, voilà, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de dette sociale vu que vous les payez sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous gardez bien cette trésorerie pour les payer, c'est moins risqué qu'une entreprise individuelle ou une société où vous allez payer vos cotisations sociales les premières années au forfait, que vous rentrez ou pas du chiffre d'affaires. Il faut vraiment voir, est-ce qu'il y a un risque de dette ou pas? Parce que des fois, quand on se met en micro-entreprise, se mettre en EIRL au niveau juridique, ça va vous créer des frais, notamment d'experts comptables. Est-ce que est-ce que c'est bien utile ou pas? D'accord. Voilà. Donc, on n'a pas d'autres questions. On passe au slide suivant. Voilà. Donc, je voulais juste vérifier si tu peux remonter au niveau société. Donc, voilà, j'ai bien expliqué. Oui, voilà. Donc, tout a été bien fait dans mon résumé. C'est bon, tu peux passer. Donc, après, au niveau social. Donc, le social, c'est les cotisations sociales que vous payez. Les cotisations sociales, c'est quoi? C'est la retraite. C'est tout le pôle santé, maladie, maternité,
indemnité journalière, allocation familiale et CSG, CRDS. Le chef d'entreprise ne cotise pas pour Pôle emploi, il ne cotise pas pour la maladie professionnelle ni pour ce qui est accident du travail dans le paiement des cotisations sociales. Par contre, vous pouvez contacter votre caisse primaire d'assurance maladie pour prendre voilà, des cotisations supplémentaires pour tout ce qui est maladie professionnelle et accident du travail. Donc, le microsocial, voilà, c'est quand vous êtes en entreprise individuelle, vous pouvez opter pour le microsocial, hein, donc la micro-entreprise. Quand on est en entreprise individuelle, en EIRL ou en EURL, ou associé majoritaire d'une SARL. Alors, EURL et SARL, c'est la même chose, c'est la société à responsabilité limitée. Quand on est au moins deux, on dit SARL. Quand on est seul, on dit SARLU ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous êtes un travailleur non salarié. Ce qui veut dire travailleur non salarié, vous ne dépendez pas du régime général de la sécurité sociale comme tout salarié. Au niveau remboursement, médecin, remboursement, médicaments, remboursement, hôpitaux, c'est exactement la même chose. La grosse différence, c'est quand vous êtes malade, mais alité, hein, vous ne pouvez pas aller travailler. Quand on est assimilé salarié, le régime général de la sécurité sociale se met en place et la Sécu vous indemnise hein, en fonction de vos salaires. Donc, il peut y avoir aussi, en fonction de votre convention collective, 1 jour, 2 jours ou 3 jours de carence, mais après, vous avez votre salaire. Quand on est travailleur non salarié, vous êtes indemnisé par des indemnités journalières. Il faut avoir cotisé et puis pas être alité, hein, pas tomber malade la première année. Voilà. Donc, au niveau de la micro-entreprise, il y a un respect des seuils de chiffre d'affaires en prestation de services et en vente. Le pourcentage, donc vos cotisations, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires que Claire verra après. Par contre, quand on est en entreprise individuelle au réel, les cotisations, les 2 premières années, c'est des cotisations minimales que vous rentrez ou pas du chiffre d'affaires et à partir de la 3e année, vous êtes à 45% de vos revenus. Donc, quand on est en entreprise individuelle, il faut savoir que entreprise individuelle au réel, les revenus, ce sont les bénéfices de l'entreprise. Quand on est en société, ce sont les revenus réels que vous prenez, qui sont taxés à 45%. Quand on est assimilé salarié, donc on est président d'une société par action simplifiée, ou président de SASU, hein, donc pareil, société par action simplifiée unipersonnelle quand on est seul, ou gérant minoritaire d'une SARL. Du coup, pour les SAS, vous êtes à peu près taxé à 72% de votre salaire brut, de votre salaire net, pardon. Ce qui veut dire que pour un salaire net de 1 500 €, votre salaire brut, il est à peu près à 2 200, 2 300 €. Vous avez payé vos cotisations salariales. Vous êtes aussi le patron, vous êtes salarié de votre société, mais aussi le patron. Vous payez les cotisations patronales. Dans mon exemple, sur à peu près 2 200 €, vous êtes à peu près à 1 100 en cotisation patronale. Donc, ce qui fait que pour vous sortir tous les mois à 1 500 € net, la société doit sortir à peu près 3 200, 3 300 €. Donc, pour répondre à la personne tout à l'heure, oui, vous démarrez, si vous voulez, en micro-entreprise, mais ça, c'est le prévisionnel qui fera. Mais après, voir si votre société, hein, comme disait Julie, vous êtes dans les 2 extrêmes, voir si la société peut supporter de telles charges tous les mois. Voilà, et donc du coup, quand on est assimilé salarié, en SASU ou en SAS, ce sont des fiches de paie quand il y a rémunération. D'accord, merci. On a une question de Laure. Oui. Que veut dire respect des seuils de CA, donc de chiffre d'affaires dans le respect des seuils de chiffre d'affaires en micro-entreprise, donc nous, par exemple, pour un artisan ou un commerçant, le chiffre d'affaires, donc il y a 2 seuils. En prestation de service, il est à 72 600 €. Ça, c'est le seuil de chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise. Mais en dessous, il y a un premier seuil qui est à 34
34 400 €, Claire le précisera tout à l'heure, 34 400 € qui est le seuil pour être auquel on est assujetti à la TVA. En dessous de ce seuil, vous pouvez ne pas être assujetti à la TVA. Dès que vous passez le seuil de 34 400 €, c'est le seuil qui est à ne pas dépasser le premier jour du mois de... Enfin, vous commencez à payer et à être assujetti à la TVA le premier jour du mois de dépassement. Et du coup, après, vous êtes... Toutes vos factures, vous devez rajouter 10-20% de TVA, en fait, sur votre tarif hors taxe. Avant, vos prestations sont en hors taxe. Après, elles sont en TTC. Voilà, donc en fait, c'est des seuils pour rester qui sont à 72 600 € en prestation de service, qui sont plus élevés en vente, hein, qui sont à 180 000 € avec des premiers plafonds de TVA. Au-dessus, vous êtes obligé de basculer en entreprise individuelle au réel ou de passer dans un régime de société. D'accord, merci. Donc, on n'a pas d'autres questions. On va passer... Maintenant, c'est encore toi. Pardon. Oui, c'est le statut fiscal maintenant. Donc, fiscal, autant pour moi. Autant le statut social, c'est la façon de payer vos cotisations sociales. Le statut fiscal, c'est vos impôts. Donc, comme c'est ce que je viens de dire, hein, par exemple, pour le microfiscal en entreprise, le chiffre d'affaires est plafonné avec un seuil aussi de TVA. C'est sûr que c'est moi là, je n'ai pas déjà fait, c'est pas le... Oui, non, c'est le statut. Donc, le chiffre d'affaires est plafonné. Vous avez un bénéfice qui est imposable calculé sur le chiffre d'affaires. Alors, pour résumer, au niveau de la micro-entreprise, au niveau du fiscal, soit vous allez opter pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire de l'impôt. Et ça veut dire que sur de la prestation de service, vous allez être taxé à 1,7% de votre chiffre d'affaires, sur de la vente à 1%. Maintenant, si vous n'optez pas pour le versement libératoire de l'impôt, c'est les plafonds que vous voyez qui sont indiqués. Ça veut dire que vous allez déclarer en année N+1, souvent ça se fait en avril-mai, vos impôts, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires aux impôts pour payer vos impôts. Donc, ça se fait sur une liasse qu'on appelle la 2042 C-Pro, en plus de votre déclaration de revenus personnels. Quand on est en vente de marchandises, les impôts vont enlever 71%. Ils vont prendre en compte que les 29% au chiffre d'affaires que vous déclarez. Vous déclarez 10 000 € de chiffre d'affaires, ils vont considérer que vos revenus sont de 2 900 €. Donc, évidemment, 2 900 €, vous ne paierez pas d'impôt. La première tranche d'imposition est à 10 096 € d'impôt. En dessous, le taux est à 0. Après, il est à 11%. Quand on est sur de la prestation de service, ils vont enlever 50%. Donc, dans mon exemple, vous déclarez 10 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Ils vont considérer que vos revenus sont de 5 000 €. Et sur de la prestation de service libératoire, ils vont considérer que vos revenus sont à 66%. Donc, vous voyez bien qu'en micro-entreprise, la comptabilité est ultra simplifiée. Il suffit d'additionner vos factures, votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que le client vous a payé. Et d'additionner cette somme à l'année et de le mettre, je vous dis, dans la case microbic en prestation de service, en vente ou en prestation de service libéral. L'option du prélèvement libératoire, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est 1,7% ou 1%. Le montant sur la prestation de service libéral, je ne le connais pas parce qu'en chambre de métier, on ne fait pas les professions libérales. Je ne sais pas si toi, Julia Alice, tu le connais. C'est 2,2% le prélèvement libératoire. Voilà, en profession libérale. Et vous dépendez directement de l'URSSAF quand on est en profession libérale. Merci. Donc, au statut... Donc, le statut fiscal, quand on est au réel, on est soit imposé à l'IR, et l'impôt est calculé sur les bénéfices réels, ou soit quand on est en EIRL, donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ou un statut de société, vous pouvez opter pour soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés qui est à peu près à 33 1/3 sur la première tranche et 15,45% sur la deuxième tranche.
L'IS, c'est le bénéfice des sociétés. Très bien. Voilà. C'est tout sur cette partie-là? D'accord, ça c'est Voilà, rapide. sur le fiscal, oui, hein, voilà, vous êtes à l'IR ou à l'IS. D'accord, deux choix Et possibles. avant pour la micro-entreprise. Ok, Et merci. évidemment, c'est aussi le prévisionnel financier qui vous donne des repères clairs et précis dans le pilotage de votre entreprise au démarrage et qui va vous permettre, parce que ça, c'est des choses que vous devez choisir quand vous créez, hein, quand vous allez au CFE pour créer. Donc, c'est ce prévisionnel financier qui permet vraiment de choisir le meilleur des statuts. Merci. Est-ce que c'est à peu près clair pour les participants, toute cette partie-là? Pour moi, c'est complexe, déjà, je préfère vous le dire. Donc, voilà, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra un petit moment, si vous voulez, à la fin du… Oui, c'est complexe, hein, Élodie. Oui, c'est très complexe. C'est pour ça qu'un accompagnement est essentiel hein, pour vous aider à comparer et bien comprendre comment ça fonctionne, quoi. Ouais, je pense que le budget prévisionnel, enfin, faire un prévisionnel sur 2-3 ans, ça peut donner une visibilité un petit peu hein, du meilleur statut. Parce qu'au départ, c'est souvent la question qu'on pose, que les créateurs veulent connaître, ou les repreneurs hein, dès le départ. Mais en fait, c'est vraiment, c'est les chiffres en fait réalisés dans le prévisionnel qui permettent d'avoir vraiment une vision claire du meilleur choix. D'accord. Ça peut être très important parce que ça peut jouer sur la trésorerie. Tout à fait. Merci Laurence. Donc Claire, je vais te laisser la parole. Oui, tout à fait. Merci. Donc, les micro-entrepreneurs. Donc, les micro-entrepreneurs, c'est en fait un régime fiscal qui va s'appliquer à l'entreprise individuelle et également aussi à l'URL. Donc là, on revient effectivement à la notion, c'était une question tout à l'heure qu'on avait dans le chat, hein, où la responsabilité est donc illimitée. Donc, il y a confusion en fait de votre patrimoine personnel et de votre patrimoine professionnel, notamment si vous contractez des dettes. Sauf si, comme précédemment on l'a évoqué, vous optez pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, où là, vous pouvez affecter directement les biens à usage professionnel. Alors, au niveau de micro-entrepreneur, donc vous serez assujetti au micro-social. Donc, le micro-social, c'est le régime en fait simplifié de calcul du paiement des cotisations sociales qui ouvriront vos droits directement à l'assurance maladie et également aussi à la retraite. Donc, au niveau du micro-social, en fait, vous allez payer vos cotisations sociales en fonction des recettes encaissées, en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, dans le cas de micro-entrepreneur, directement, on va opter, le choix va se faire en fonction du chiffre d'affaires. Donc, par rapport aux activités ventes, donc ça correspondra le montant de cotisation sociale à payer à 12,8% sur le chiffre d'affaires de vos ventes. Concernant les prestations de services à 22% et concernant les activités de location de locaux d'habitation meublés de tourisme classés à 6%. Je vois dans le chat savoir quel CFE nous dépendons. J'aborderai. Il y a un slide justement sur la partie formalité que je présenterai à l'issue du micro-entrepreneur. Donc là, je vais développer le micro-entrepreneur, mais sachez que voilà, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez les possibilités de savoir au niveau du CFE quels sont les métiers qui vont concerner différentes compétences des différents organismes. Je vais préciser également aussi une chose, notamment par rapport aux micro-entrepreneurs. Sachez que malheureusement, il y a des activités qui sont exclues, pour lesquelles on ne peut pas opter pour le régime micro-entrepreneur. C'est le cas notamment, alors je ne sais pas parmi le public que nous avons aujourd'hui dans l'assistance, hein, directement, c'est le cas de toutes les activités agricoles qui vont relever du régime social de la MSA, telles que les paysagistes, entretien de jardin. Donc, si vous envisagez une telle activité, malheureusement, vous ne pourrez pas opter pour le statut micro-entrepreneur. Exclusion également aussi pour toutes les activités artistiques qui sont rémunérées par des droits d'auteur et qui dépendent aussi de la maison des artistes ou de la GESA. Exclusion également aussi de tout ce qui est location de matériel de biens de consommation durable. C'était le cas location, par exemple, de véhicules d'enseignement ou de conduite à double commande. Donc là, voilà, en lieu de matériel, ce n'est pas possible effectivement de pouvoir y prétendre. Toutes les activités qui relèvent de la TVA immobilière, donc marchand de biens, lotisseurs, agents immobiliers ne peuvent pas également s'y prétendre au statut micro-entrepreneur. Et enfin, les professions juridiques, judiciaires, les professions de santé, agents généraux, experts comptables et commissaires aux comptes. Donc voilà, c'est une précision que je voulais apporter parce que voilà, c'est pas, voilà, pour toute activité, malheureusement, il y a des exclusions. Au niveau du statut donc fiscal,
Donc, le statut fiscal, les seuils ne pas déplacer, parce que le chiffre d'affaires est plafonné. Donc, pour tout ce qui va être activité de négoce, activité aussi de restauration, de prestation d'hébergement, tels que les hôtels, les chambres d'hôtes, les meublés de tourisme, on ne doit pas dépasser un chiffre d'affaires de 176 200 € pour ces activités de négoce pour effectivement prétendre au régime micro-entrepreneur. Et pour les prestations de services, ne pas dépasser un chiffre d'affaires de 72 600 €. Donc, comme précédemment indiqué, en fait, le principe de la micro-entreprise, c'est simple. Hein. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, directement, le centre d'impôt va défalquer un abattement forfaitaire qui, pour lui, va représenter l'ensemble de vos charges. Donc, 71% pour tout ce qui est activité d'achat-vente et fourniture de logement, 50% pour les prestations de services et 34% pour les professions libérales. Donc, le résultat d'opération, en fait, définit le montant de votre bénéfice. C'est la base à partir de laquelle sont calculées l'imposition et les cotisations sociales. Donc, en fait, le bénéfice imposable à l'IR correspond à 29%, 50%, 66%, selon les activités, comme je viens directement d'annoncer. Donc là, on ne parle pas du tout, on ne déduit aucun frais. Là, c'est vraiment un abattement qui va correspondre à vos frais. Donc, vous n'allez pas déduire les frais administratifs, les frais de fonctionnement, l'entretien, tous les frais en fait qui incombent directement à l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un abattement forfaitaire. Tout est au forfait en fait. Hein. Donc ça, voilà, le choix se fait à partir de comparaison. Donc après, d'où l'intérêt d'être accompagné par une structure qui va vraiment travailler avec vous par rapport à votre propre projet. Là, aujourd'hui, c'est une présentation de ce qu'il existe par rapport au statut, mais bien sûr, hormis les critères de choix, mais vraiment le statut adapté va se définir à partir de votre prévisionnel. Donc, c'est là qu'on va pouvoir juger vraiment le statut vraiment judicieux par rapport à votre entreprise. Au niveau du statut fiscal également aussi, il y a l'imposition, bien sûr, fiscale micro-entreprise, comme je viens de l'indiquer, mais comme également c'était dit précédemment aussi, il y a l'option du prélèvement libératoire. Donc, l'option de prélèvement libératoire, c'est un taux en fait d'imposition qui va être appliqué là aussi sur votre chiffre d'affaires. Par contre, cette option, en fait, pour pouvoir y prétendre, il faut regarder en fait votre avis d'imposition. C'est l'avis d'imposition, votre revenu fiscal de référence qui va vous le permettre ou pas. Et dans le cas du prélèvement libératoire, l'option est possible pour le contribuable dont le revenu fiscal n'excède pas 27 519 € pour un célibataire par part de quotient familial. Donc, si c'est un couple, par exemple, ne pas dépasser directement un revenu fiscal de 55 038 €. Donc, ça, il faut regarder votre avis d'imposition de référence. Si effectivement, vous êtes dans cette option possible, dans ce cadre-là, vous allez déclarer et payer l'impôt par mois ou par trimestre, donc c'est vous qui faites le choix, à hauteur de 1% dans le cas de prélèvement libératoire pour les activités d'achat, vente, hôtellerie et restauration, à hauteur de 1,7% pour les prestations de services commerciales ou artisanales et à hauteur de 2,2% pour les professions libérales. Donc ça, voilà, c'est une option qui va être définie directement par votre revenu fiscal. Sinon, à ce moment-là, vous appliquez directement le régime fiscal de la micro-entreprise avec les abattements que je vous ai indiqués précédemment. Les micro-entrepreneurs, c'est une comptabilité ultra simplifiée. Donc, c'est vrai, c'est une tenue d'un journal, livre recette directement. Donc, c'est très, très simple au niveau administratif. Vous n'avez pas besoin d'un expert comptable. Donc, par contre, une précision quand même complémentaire que je voulais également aussi souligner, c'est que les micro-entrepreneurs fortement conseillés d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Même s'il y a une obligation, si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 € dans 2 années civiles consécutives, moi, je trouve qu'il est important directement, dès le départ, de bien scinder le perso directement de l'activité professionnelle, donc de bien avoir un compte bancaire dédié. Donc, ce n'est pas obligatoirement un compte professionnel entreprise, c'est vraiment un compte bancaire spécifiquement par rapport aux activités. Donc, ça, c'est important de le souligner. La déclaration directement au fur et à mesure de vos revenus vont être directement sur l'URSSAF. Donc, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, inscrivez le chiffre d'affaires, même s'il est nul. Une précision aussi, si votre chiffre d'affaires, il y a un mois, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous avez fait beaucoup de prospection, mais il n'y a pas eu de rentrée directement de chiffre d'affaires, indiquez bien 0 au niveau des matérialisations. Malheureusement, sinon, vous aurez des pénalités. Donc, ça, c'est des aspects importants. Pas de chiffre d'affaires, mais vous déclarez directement de façon dématérialisée 0. D'accord. Autre précision également aussi, c'est par rapport aux taxes. Il y a quand même d'autres taxes à payer
C'est vrai que ce n'est pas mentionné sur le slide, mais je vais quand même y revenir dessus, parce que comme les personnes disent, ah bah là, on paie l'imposition, on paie les cotisations, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Je voulais également aussi donc indiquer qu'il y a la contribution foncière des entreprises, donc qui va être à payer si le chiffre d'affaires de la dernière année était inférieur à 5 000 €. C'est en fait une partie de la taxe, l'ancienne taxe professionnelle. Donc ça, c'est une partie effectivement à payer. Après également aussi, vous allez payer les contributions à la formation professionnelle, qui est également aussi un pourcentage en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc pour les commerçants, ça correspond à 0,10%. Et pour les artisans, 0,30%. Et pour les professions libérales, 0,1% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une taxe contribution formation professionnelle. Et puis également aussi, il y a une taxe aussi pour les frais de chambre consulaire. Donc les micro-entrepreneurs doivent régler des frais pour les chambres, voilà, chambres consulaires. Pareil aussi, égal à un pourcentage de leur chiffre d'affaires, en même temps que les cotisations sociales. Donc qui correspondent à 0,015% pour les activités donc, de vente de marchandises et à 0,044% pour les activités de prestation de services. Donc voilà, ce sont des taxes qu'il faut rajouter indirectement aux cotisations et à l'imposition. Voilà, ça c'est une partie sur laquelle je voulais également aussi apporter des précisions. Voilà, on peut changer de slide directement. Là, on va présenter les différentes aides possibles donc, à la création d'entreprises. Alors, en premier lieu, donc, il y a la possibilité d'avoir une exonération partielle à travers le dispositif de l'ACRE, donc qui est l'aide pour les créateurs repreneurs d'entreprises. Donc, l'exonération partielle, c'est pendant 1 an, donc c'est 1 an à compter des immatriculations. Toutefois, par rapport au statut micro-entrepreneur, il y a vraiment des critères au niveau de l'éligibilité. Ce n'est pas si vous optez pour le régime micro-entrepreneur, malheureusement, c'est uniquement certains bénéficiaires qui vont prétendre directement à l'exonération partielle de charges sociales pendant 1 an. Donc, les critères d'éligibilité pour les micro-entrepreneurs sont les demeureurs d'emploi qui sont indemnisés. Les demeureurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés par Pôle emploi, mais inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. Les personnes qui bénéficient des minima sociaux, tels que le RSA ou allocation de solidarité spécifique. Les jeunes de 18 à 25 ans révolus. Également, aussi les personnes qui bénéficient d'un contrat d'appui au projet d'entreprise. Et puis, les personnes qui s'implanteraient dans les quartiers prioritaires des politiques de la ville. Effectivement, notamment à Carpentras, vous avez des quartiers qui sont effectivement situés, des quartiers défavorisés, donc pour donner une impulsion à ces quartiers. Donc, il y a ces quartiers prioritaires de la ville et il y a la possibilité directement d'avoir une exonération de charges sociales dans le cas de micro-entrepreneurs. Hormis ces aspects-là, sinon, l'ACRE, si vous optez pour entreprise individuelle ou la société, c'est une demande qui se fait pour tous les créateurs ou tous les repreneurs directement, en même temps que les formalités, à partir d'un formulaire, en sachant que l'ACRE, vous avez un délai de 45 jours pour le demander. Donc, c'est bien de le demander en même temps de vos démarches d'immatriculation. Voilà, en général, ça se fait en même temps. Par rapport aux aides également aussi, donc Pôle emploi, il y a 2 possibilités pour les demandeurs d'emploi. Donc là, il faudra rencontrer votre conseiller Pôle emploi. C'est soit le maintien de vos allocations jusqu'à la fin de vos droits. Donc là, c'est la mesure de l'aide au retour à l'emploi. Soit directement la mesure de la RCE, donc de l'aide à la reprise, création d'entreprise, qui vous permet, en fait, c'est la mesure entre guillemets appelée capitale. C'est la mesure pour laquelle Pôle emploi va prendre 45% du reliquat de vos droits. Et ces 45% vous sont versés en 2 fois. La première fois, quelques temps après la création, en justifiant bien sûr de la création avec plusieurs documents. Et le second versement des 45%, 6 mois à l'issue du premier versement. Donc ça, c'est un calcul à faire avec Pôle emploi. Donc voilà, ça peut effectivement là aussi permettre de démarrer dans de bonnes conditions. Toutefois, en général, ce qu'on préconise, du fait que la création, avant de pouvoir bénéficier et engager des bénéfices, c'est en général, en principe, effectivement, plutôt le maintien de vos allocations pour avoir ce maintien-là qui vous donne droit à vos droits de chômage pour l'emploi. Ce qui est important, bien sûr, c'est l'accompagnement. Il y a pléthore de structures d'accompagnement à votre disposition. Structure accompagnatrice, vous avez le RI, la Carpentras, vous avez la Chambre des métiers pour les activités qui dépendent de la Chambre des métiers, la Chambre de commerce pour les activités qui dépendront de la Chambre de commerce, donc tout ce qui va être commerce de proximité, commerce soit à partir d'une boutique physique, soit le e-commerce, soit les commerçants non sédentaires, soit également aussi l'activité de restauration, également aussi la Chambre de commerce, tout ce qui est à caractère industriel, et les services aux entreprises. Il
Et après, également aussi l'accompagnement par rapport aussi au financement. Vous avez sur Carpentras Initiative en tout, qui peut également aussi vous accompagner dans le cadre des demandes de financement. Vous avez également aussi l'ADI aussi, Créasol pour le financement, les entreprendre. Donc voilà, il y a pléthore de structures. Les structures d'accompagnement sont là pour vous accompagner là aussi de façon collective à travers soit des réunions d'information, soit des webinaires, des réunions thématiques, des ateliers, de la formation qui peut également être proposée. Bien sûr, l'essentiel, c'est l'accompagnement individuel, donc entretien individuel avec des experts, des conseillers experts qui sont là, bien sûr, pour vous accompagner par rapport à votre propre projet. Et ça, c'est important voilà, de bénéficier de ces offres d'accompagnement voilà, qui sont prises pour la plupart en charge et pour lesquelles il est important voilà, directement de confronter votre projet voilà, avec des personnes tierces qui auront un avis voilà, objectif directement. Donc ça, c'est vraiment… N'hésitez pas voilà, à revenir vers ces structures-là pour l'élaboration, vraiment la structuration de votre projet de A à Z. Merci Claire. Voilà, donc comment choisir la structure adaptée? Bien, en créant seul, vous avez le choix, soit entreprise individuelle, après avec l'option des régimes, voilà, des régimes fiscaux, soit micro-entreprise, soit entreprise individuelle classique, soit également aussi le choix entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et si vous êtes seul et que par rapport voilà, au bien, au patrimoine que vous avez, vous pouvez effectivement mettre la responsabilité. Dans ce cadre-là, vous allez opter pour la société et en étant seul, ce sera soit l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Si vous envisagez de vous lancer donc à plusieurs, différents types de sociétés sont possibles. Les plus courantes, celles qu'on a le plus fréquemment, c'est la SARL, Société à responsabilité limitée, et la SAS, la Société par action simplifiée. Sachez que le choix de la structure a des répercussions au niveau patrimonial, au niveau social et au niveau fiscal. Il peut engager l'avenir de l'entreprise, donc ne pas partir sur une idée préconçue. C'est vrai que le statut micro-entrepreneur, c'est aujourd'hui, par rapport à la création d'entreprise, 45% se lancent dans le statut micro-entrepreneur. Donc, c'est vrai que c'est un statut qui est adapté à la fois pour tester l'activité en respectant bien sûr les seuils chiffres d'affaires, et également aussi un statut qui vous permet de continuer éventuellement à avoir une activité en tant que salarié ou en tant que retraité. On a une faible retraite. Dans ce cadre-là, effectivement, il faut quand même voir par rapport à son retraite et prendre contact avec votre caisse de retraite, mais ça permet voilà, de continuer à avoir des rentrées d'argent avec le statut micro-entrepreneur. Et pour le salarié, une précision aussi, si vous envisagez voilà, de faire l'activité en tant que salarié et en même temps lancer une activité micro-entrepreneur, vérifiez votre contrat de travail, qui n'est pas une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité qui ne vous permette pas d'avoir une activité en tant qu'indépendant. Donc voilà, c'est important d'étudier vraiment avec l'aide professionnelle ces différents statuts, afin vraiment d'analyser les avantages, d'analyser les inconvénients, vraiment par rapport à votre propre projet et par rapport à votre situation personnelle. Ça, c'est incontournable, incontestable, voilà, directement d'avoir un accompagnement vraiment adapté. Donc là, il doit y avoir un slide voilà, sur les formalités à effectuer. Donc, les formalités, c'est la dernière étape. Donc, précision, pensez à vérifier l'activité si elle est réglementée, si vous devez avoir des démarches d'autorisation, des diplômes, des qualifications. Voilà, sachez qu'il voilà, faut vraiment le vérifier en préambule. Si vous envisagez la création de la société, donc pensez à rédiger vos statuts et également aussi à publier la constitution de la société dans un journal d'annonce légale. Donc, ça, c'est important indirectement. Donc, l'immatriculation, voilà, vous avez en fait le centre de formalités des entreprises qui va être l'organisme compétent pour gérer l'ensemble des formalités, à la fois la création, les modifications. En fait, c'est un dossier unique et vous allez avoir un interlocuteur unique en face de vous qui après transmet l'information aux différents partenaires. Donc, à la fois aux partenaires sociaux directement, à la sécurité sociale indépendante, au régime général également aussi à la sécurité sociale, également aussi au centre des impôts, et également aussi, bien sûr, au dossier, il est transmis au greffe du tribunal de commerce qui vous permettra après d'avoir le CABIS et également aussi à l'INSEE qui va vous permettre de vous attribuer le code SIRET, le code directement APE. Donc, c'est vraiment le rôle du CFE, c'est vraiment de centraliser les pièces du dossier et de transmettre l'information aux différents partenaires, voilà, au niveau des organismes tels que le greffe, l'INSEE, les partenaires sociaux, les partenaires fiscaux. Donc, au niveau des activités, suivant vos activités, il y a différents CFE compétents. Donc, effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie va avoir la compétence d'immatriculer, d'enregistrer toutes les activités donc, de commerce, les activités entreprises à caractère industriel, donc bien sûr y compris le micro-entrepreneur, et également aussi les activités sociétés commerciales ne sont pas une activité artisanale,
Donc, voilà, et effectivement, un effectif donc, directement de plus de 10 salariés. Si vous envisagez d'être agent commercial, loueur de meublés, société civile, dans ce cadre-là, c'est directement auprès du greffe tribunal de commerce que vous allez directement vous adresser. La chambre de métier, donc, comme Laurence l'a indiqué, ça va intervenir pour toutes les activités artisanales de moins de 10 salariés. Donc, tout ce qui va être production, transformation, création, voilà, dans le BTP, une activité manuelle que vous allez mettre en place. Donc là, ça va être plutôt de l'artisanat. Et toutes les professions libérales vont dépendre de l'URSSAF. Donc, voilà, tout ce qui va être coaching, tout ce qui est activité de conseil, artistes, auteurs, location de meublés non professionnels sans pression hôtelière, les vendeurs à domicile indépendants. Voilà, ces activités-là vont dépendre de l'URSSAF en tant qu'activité libérale. Et enfin, pour tout ce qui va être le domaine de l'élevage et de l'animal, donc ça va être de la chambre d'agriculture à compétences, à la fois pour les personnes physiques et les personnes morales qui bien sûr, qui exercent une activité à caractère agricole. Et ça, c'est important voilà, au niveau de spécificité, au niveau des différentes activités, donc par rapport aux compétences. Donc vraiment, c'est vraiment en étudiant correctement les différents paramètres que nous avons un petit peu abordés aujourd'hui lors de ce webinaire. Déjà, vous avez voilà, une liste possible directement d'options, directement qui va après s'affiner directement. Mais comme j'ai indiqué, l'importance, l'étape de votre projet, les conséquences vraiment sur les autres éléments, à la fois statut, fiscalité, voilà, on conseille vraiment effectivement de faire valider le choix avec les structures d'accompagnement, avec un professionnel qui est souvent nécessaire voilà, pour vous accompagner en ayant un œil objectif, un œil neutre. Voilà, ça c'est important. Vous avez l'ensemble des partenaires voilà, qui sont présents sur le territoire, n'hésitez pas à les solliciter. Les prestations de service, je n'ai pas vu dans le tableau. Alors, prestations de service, tout dépend de ce que vous allez faire. Donc après, ça à étudier voilà, directement. Nous, par exemple, c'est la livraison, le transport, ça va être chez nous, chambre de commerce, prestation de service, donc ça va être chez nous. Par contre, voilà, si vous faites du conseil, de la formation, du coaching, là, c'est une activité qui va être libérale. Donc, tout dépend vraiment de la prestation de service que vous allez proposer. Pareil aussi, aide à domicile, suivant si vous faites les soins à domicile, ça va être aussi une activité libérale. Donc là, c'est plus un entretien individuel directement, Élodie, qu'on va éventuellement pouvoir vous orienter vraiment vers le bon partenaire au niveau des activités qui seront déterminées par vous. Très bien. Bon, bah, oui, on peut contacter les CFE pour se renseigner sur la nature de l'activité et vers qui, du coup, se tourner le moment venu. Tout à fait, merci. Alors, à savoir que la CCI m'a facturé les réponses à mes questions de micro-entrepreneurs et les oublis de pièces demandées. Claire, est-ce que tu peux dire quelque chose? Je pense que c'est par rapport à la prestation Assistance Plus, puisque par rapport aux micro-entrepreneurs, le CFE, alors c'est le CFE, c'est pas le service création, donc c'est pas le service dans lequel j'appartiens. Par rapport aux formalités, effectivement, ce CFE accompagne un accompagnement personnalisé aussi. Parce que cliquer, faire les choix, c'est pas toujours évident. Donc, le service est facturé à hauteur de 70 €, je crois. Par contre, après, les pièces oubliées, je ne sais pas du tout. Donc là, il faut revenir directement vers le centre de formalité d'entreprise de la CCI. Si on a oublié de vous demander des pièces, je ne sais pas ce dont il en ressort. Donc là, voilà, je vous conseille de reprendre contact voilà, directement avec le CFE, le centre de formalité, qui est un service que vous pouvez contacter donc du lundi au vendredi, voilà, directement auprès de nos services. Je voudrais la demande de l'ACRE. Oui, on a une question de M. Tessier. Monsieur Tessier, oui, pour l'ACRE, quand on est en micro-entreprise, il faut faire la demande et il y a des critères. Par contre, pour les autres statuts, il n'y a pas de demande à faire. À partir du moment où vous ne l'avez pas perçu au cours des 3 dernières années, vous pouvez percevoir l'ACRE. Et il n'y a pas de demande à faire pour les autres statuts. Il y a une demande à faire qu'en micro. Très bien, merci. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Bon, n'hésitez pas, donc le PowerPoint vous sera envoyé donc, avec les coordonnées des différentes intervenantes d'aujourd'hui. Donc, le RIL, la Chambre des métiers de l'artisanat et la CCI de Vaucluse. Écoutez, merci beaucoup Julie, Alice, Claire et Laurence pour vos interventions. Merci à tous les participants d'avoir écouté ce webinaire jusqu'au bout. Un petit peu complexe sur la partie des statuts, je partage la complexité. Notre prochain webinaire se tiendra mercredi prochain à 10 h sur
l'agriculture, donc devenir agriculteur, un beau projet. Et c'est une belle intervention également avec un témoignage d'un exploitant qui s'est installé. Et je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont être dites. Dans tous les cas, vous pourrez toujours revoir le replay sur la chaîne YouTube de la Provence Créative. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. J'ai vu une question de monsieur Vincent oui. Didier, je crois, si on peut remonter. Pareil, donc là, c'est le CFE qui va vous dire par rapport aux compétences. Je reprends peut-être le mail. Bricolage, jardinage, ménage, entretien de locaux. Peut-être éventuellement, s'il y a directement une intervention manuelle de votre part, c'est plus la chambre des métiers qui va intervenir. C'est une activité liée à la chambre de métier. Voilà. D'accord. Merci Claire, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Bon, je vais rester revoir, encore merci. un petit peu là. Merci. Ça a été? Je vais essayer d'enlever les... Au revoir Vera, au revoir. Et je vous ai envoyé un petit message si vous pouvez m'inclure dans votre liste de diffusion parce que bon, j'ai eu contact de bouche à l'oreille et j'aime bien votre sujet. C'était bien intéressant et pertinent pour tout le monde, je pense. D'accord, bien. Merci. Belle journée à tout Je le vais monde. le rajouter, je vais le noter tout de suite. C'est gentil. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça, je vais le noter tout de suite avant de le perdre. Je retourne sur le chat. Donc, je vais me mettre en salle d'attente et là aussi. Voilà, comme ça, on peut discuter entre nous. Bon, bien, beaucoup de merci. Merci beaucoup pour la présentation, l'animation. C'est chouette. Hein? Oui, ça a plu. C'est Ouais. condensé, mais Ouais, il y a des retours positifs. C'est vrai que c'est complexe. La partie juridique, c'est la partie très complexe. Donc, C'est complexe, oui. Le résumer aussi rapidement. ouais, c'est pas évident. Hein. Bah, du coup, l'intérêt, c'est qu'ils vont se dire c'est tellement complexe qu'il faut que je prenne rendez-vous. Voilà, tout à fait. C'est le but. Ouais, c'est bon, ça a été pour vous? Oui. Ouais, très bien. Oui, oui. Ok. Bon. Toujours très bien, oui. Ok. Bon. Si on pouvait prendre le café, ça serait vachement sympa, mais on ne peut pas. Au final, il y avait combien de personnes, Alexandra? Tu as pu voir le nombre de personnes qui étaient connectées? Alors, sans nous, on était 34 à un moment donné, Ah oui. mais il faut nous enlever donc 30 participants. Quand même, ouais. C'est bien. Voilà. C'est à peu près la moyenne sur les autres webinaires, là? Ouais. Quand on en est 60 d'inscrits ou 90, on en a toujours une trentaine. Quoique 35 à 40, on était monté à 40 sur le thème, sur le numérique. Ah oui, Une d'accord. quarantaine de participants. Après, il n'y avait pas forcément eu trop de questions. C'est vraiment fluctuant. Voilà, quoi. Ça dépend les thèmes, ça dépend. Ça dépend les personnes où elles en sont aussi de leur projet. Si elles prennent de l'information, si elles ont besoin de poser des questions, d'avoir des réponses rapidement. Je pense que ça dépend des personnes. Bon, il n'y a rien de particulier, on peut arrêter là si vous voulez. On n'a pas d'autres questions, tout le monde est parti. Vous êtes satisfaite? Ah oui. Oui. Est-ce que vous savez si vous avez eu des retours de personnes qui se sont inscrites à des webinaires et qui sont venues vous voir? Non, par contre, moi, j'ai orienté différentes personnes. Je n'ai parlé, bien sûr, j'ai fait mes webinaires, et notamment par rapport à l'hébergement touristique. Donc, j'ai Madame Corlan, je crois. J'ai plus les noms en tête, mais j'ai différentes personnes. C'est éventuellement de les retrouver, voir si elles se sont inscrites ou pas. J'ai fait plusieurs petits mails. Ouais. Madame Corbalan, voilà, je l'ai sous les yeux. Madame Corbalan. Corbalan, comment tu dis? Corbalan. D'accord. Je suis lancée dans un projet dans le domaine touristique. J'avais Madame Tatar aussi qui a écrit des chambres d'hôtes. Ouais. Et Monsieur Garotte. D'accord. Ben, écoute, je vais regarder si ces personnes se sont inscrites. Je te fais un retour par email.
Ouais, je veux bien, parce que voilà, c'est des personnes que j'ai pu accompagner, donc j'ai voilà, dit fortement conseillé de s'inscrire au webinaire touristique. Ouais. Et après, le reste, ben, c'est au tout venant. C'est que j'en parle chaque fois lors de mes webinaires, mais après, voilà, je leur fais pas un mail spécifique. Oui, Voilà, oui, bien donc, sûr. c'est pour dans le lot, peut-être que tu vas avoir des personnes qui vont peut-être te dire j'étais orientée par la CCI ou pas, mais là c'est les personnes en l'occurrence voilà, que j'ai eues et que je fortement conseillé de participer au webinaire touristique du 9 avril. Ouais, super. Mais écoute, je te dirai si je les ai dans mon listing ou pas, enfin, dans notre listing. On est en train de préparer une évaluation de fin d'action. Voilà, donc on vous l'enverra. Donc là, j'ai préparé le questionnaire, je le fais valider d'abord à la direction puis au service communication. Et après, on l'enverra à chaque structure, mais après, il peut y avoir plusieurs personnes qui remplissent. Donc après, vous verrez comment vous voulez faire, quoi. Et après, l'objectif, c'est de poursuivre la collaboration avec la COV. Bien sûr. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. D'accord? Merci Alexandra. Merci à vous. Et bonne journée à toutes. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au Au revoir. revoir Laurence, au revoir Claire, au revoir Julia Alice. Au revoir.